Bonsoir à tous, bienvenue dans ce café pédagogique qui sera consacré aujourd'hui à la pédagogie différenciée. Donc avec nous pour en parler, Catherine David. Catherine est chercheuse, enseignante à l'Université d'Aix-Marseille et travaille sur la didactique du français langue étrangère et en particulier sur la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité appliquée aux cours de langue. Voilà. Et puis, il y aura également Mélanie Buchard qui est en ligne avec nous. Voilà. Donc Mélanie est enseignante-chercheuse en langue et culture française à l'Université de Helsinki et travaille sur la didactique du FLE dans ce cadre. Voilà, Catherine, je te laisse la parole. Donc d'abord, le premier temps de ce café sera une conférence courte de Catherine David, suivie ensuite d'un échange avec Mélanie. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, bien sûr, sans problème. Voilà, bonne écoute et à tout de suite. Merci beaucoup et bonjour à toutes les personnes qui se sont déplacées ici ou qui nous écoutent en ligne. Donc effectivement, merci aussi à l'Institut français de m'accueillir aujourd'hui et également à la Finlande puisque c'est la première fois que je viens et que je peux justement rencontrer diverses personnes qui s'intéressent à ce champ de la didactique, notamment de la didactique du français langue étrangère. La pédagogie différenciée, on a coutume de la définir ainsi, c'est une méthode d'enseignement qui prend en compte l'hétérogénéité des apprenants pour leur permettre de progresser à leur rythme dans les apprentissages. Bien évidemment, la pédagogie différenciée a pour objectif de lutter contre l'échec scolaire. Associé à la pédagogie différenciée, on a tout un tas de termes. Le terme donc adaptation, individualisation de l'apprentissage, différenciation, personnalisation. Je ne reviendrai pas sur tous ces termes, mais ils sont synonymes. Comme vous pouvez le voir sur cette image, le dessin montre une anti-pédagogie différenciée, puisque le maître propose à tous ces animaux de grimper sur le même arbre. Ils en sont parfaitement incapables. Donc c'est juste une petite image qui nous introduit au thème. La pédagogie différenciée, elle a été beaucoup à la mode en France dans les années 60-70 et puis après elle a été un petit peu délaissée pour diverses raisons. Elle revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Vous pouvez voir donc ces deux pages de couverture enseignées en classe hétérogène et également le dernier cahier pédagogique, Différencier sa pédagogie, qui est coordonné par Jean-Michel Zakhartchouk, qui montre bien que la pédagogie différenciée suscite encore un grand nombre d'interrogations. Alors, ce qu'on entend par hétérogénéité, bien sûr, on a devant nous, dans nos classes, des élèves ou des étudiants, des apprenants d'âge différents, avec des vies personnelles, une scolarisation antérieure, des motivations, des profils cognitifs, des habiletés, des personnalités différentes. Ça influe bien sûr aussi sur leur concentration. On a des apprenants avec des besoins spécifiques, dans la perspective de l'inclusion dont on parle beaucoup, des affinités différentes, des goûts, des centres d'intérêt. Et puis moi, ce qui m'intéresse en particulier, même si tous les autres paramètres m'intéressent beaucoup, c'est bien sûr les langues premières et les langues apprises, les cultures des apprenants, et également le niveau dans la langue étrangère. Comment je suis venue à ce travail? Pendant plusieurs années, j'enseignais le français langue étrangère dans un centre universitaire de FLE à Grenoble, et j'avais la classe des filles au pair. Les filles au pair étaient 17 jeunes filles qui venaient tous les vendredis pendant 4 heures en cours. Et dans cette classe, je me retrouvais avec des niveaux débutants jusqu'à des professeurs de français dans leur pays. Donc pendant 4 heures tous les vendredis et pendant 8 ans, je devais proposer un dispositif différencié pour permettre à chacune de travailler. Voilà pourquoi je me suis intéressée à l'hétérogénéité en langue en particulier. Alors cette pédagogie différenciée, est-ce une méthode? Est-ce une posture? C'est vrai, comme on l'a dit, que c'est organiser sa classe de manière à permettre à chaque apprenant d'apprendre dans les conditions qui lui conviennent le mieux. Il s'agit donc de mettre en place des dispositifs de traitement des difficultés des apprenants afin de faciliter la réussite, mais aussi de développer le potentiel de chacun. Et comme le dit Blaise en 2006, il n'y a pas une seule manière de définir la différenciation en classe. En fait, la différenciation n'est pas vraiment une méthode, mais c'est une manière de penser l'enseignement et l'apprentissage, et plusieurs voies s'ouvrent à l'enseignant. Donc la pédagogie différenciée, en fait,
elle est une méthode ou une posture qui nous permet de mettre en œuvre véritablement la créativité. Donc c'est vrai que tantôt on parle de pédagogie différenciée parce qu'on pense à une méthode dans l'histoire de l'éducation, mais finalement on expérimente au quotidien la pédagogie différenciée à partir du moment où on essaye de prendre en compte les niveaux et les besoins de nos apprenants. Donc finalement c'est aussi une posture de l'enseignant qui est logique. Alors j'ai cru comprendre, et puis je l'ai vu aussi de mes yeux vus, que la pédagogie différenciée est un des principes en Finlande. J'ai lu pas mal d'articles et un des derniers articles qui avait été écrit par Nathalie Mons, qui est chercheur en sciences de l'éducation et qui avait écrit un article sur la Finlande, disait qu'un élève qui connaît des difficultés dans ce pays n'est pas en situation d'échec, il faut simplement lui accorder plus de temps pour acquérir des compétences. Elle parle aussi d'un modèle d'intégration individualisé, comme dans certains pays comme au Danemark, en Islande ou en Suède, c'est-à-dire que chaque élève bénéficie d'un accompagnement personnalisé et prend part à des travaux en petits groupes. J'ai pu voir ces 4 jours où j'ai pu observer des classes, ce qui est assez rare, combien les petits groupes étaient importants dans la classe et combien les rythmes d'apprentissage des enfants étaient au cœur du dispositif de l'enseignant. Et hier matin, j'ai photographié au lycée franco-finlandais cette image que j'ai trouvée intéressante, où l'apprentissage est explicité à travers 4 colonnes, la réalité, où il y a vraiment des grandes différences entre les élèves finalement, une posture d'égalité où finalement on leur permettrait à chacun de pouvoir faire la même chose, hein, ça ne sert à rien de faire trop de différences non plus dans les dispositifs qu'on propose, mais finalement cette notion d'équité, peut-être qu'il y en a certains qu'il faudra aider davantage pour réaliser la même tâche, et puis ce qui contribue finalement à une éthique, hein, finalement on est avec la pédagogie différenciée, on est vraiment au cœur de l'éthique en didactique. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, je me suis dit, eh bien voilà une image qui est à l'entrée de l'établissement, et c'est très intéressant. Alors la pédagogie différenciée, quels sont ses enjeux? Alors bien sûr, rassurer les élèves, les valoriser, mais également les mettre au défi, hein, développer leur motivation, mais également leur autonomie. Vous avez là une sorte de schéma qui représente bien ce que disait Vygotsky sur la zone proximale de développement, où finalement on a plusieurs zones quand on apprend, une zone d'ennui, une zone de confort, une zone d'apprentissage, une zone d'inconfort ou une zone de panique. L'idéal étant, par la pédagogie différenciée, de mettre en œuvre une zone d'apprentissage, c'est-à-dire un défi pour l'élève qui lui permette quand même de ne pas se sentir en trop grande difficulté pour pouvoir la réaliser. Mais il faut quand même qu'il y en ait un peu parce que sinon, ça serait un peu trop difficile. Je dis ça parce que souvent, quand on pense à différencier, on pense à simplifier. C'est vrai qu'on pense beaucoup à simplifier, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on peut complexifier. Et c'est le cas des écoles bilingues où il y a des enfants qui sont francophones et des enfants qui sont finlandais. Et certains enfants francophones pourraient pousser encore plus loin l'utilisation de la langue dans certains défis linguistiques, je dirais. Voilà. C'est également prendre en compte les habiletés multiples, non seulement pour motiver, mais susciter donc le plaisir d'apprendre qui va de pair avec la motivation. Donc là, je ne vais pas m'attacher à vous décrire toutes ces intelligences. Hein. C'est Howard Gardner qui les a beaucoup expliquées. D'ailleurs, aujourd'hui, on revient un peu sur le terme intelligence. C'est pourquoi j'ai préféré parler d'habiletés multiples. Effectivement, on a en face de nous des apprenants avec des profils très différents, linguistiques, logico-mathématiques, kinesthésiques, des intelligences interpersonnelles, c'est-à-dire comment je me mets en relation avec les autres, intrapersonnelles, comment je me mets en relation avec moi-même, des intelligences musicales, naturalistes, visuelles, spatiales. Et c'est vrai que une bonne pédagogie différenciée, bien sûr, dans notre domaine des langues vivantes, prend en compte les niveaux de langue, mais peut aussi travailler sur des approches multisensorielles et proposer différents travaux à différents élèves en fonction de leur profil en fait. Et ça, on le voit beaucoup dans les crèches, dans les jardins, enfin au niveau préscolaire et même chez les petits au primaire, j'ai pu observer beaucoup d'activités proposées qui pouvaient satisfaire soit le goût, soit la vue, soit les mouvements dans la classe, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Alors, 3 questions. Déjà, comment différencier sans
stigmatisé, parce que si la différenciation pédagogique a perdu un peu de vitesse en France pendant plusieurs années, d'abord parce que la mise en œuvre était chronophage, mais aussi parce que certains enseignants disaient que ça avait tendance à stigmatiser les enfants. C'est-à-dire, bah lui, toi, tu sais pas trop faire ça, donc tu vas faire autre chose. Ou etc. Donc voilà. Comment donc différencier sans stigmatiser? Également, comment ne pas trop simplifier? Et également, comment non pas seulement gérer l'hétérogénéité, mais valoriser les différences. Et plutôt parler en termes de diversité. Donc ça implique différentes petites questions, plutôt grandes questions, mais qui sont des questions bien sûr qui sont secondaires hein, par rapport à cette problématique. Quel type de contenu, pour quelle progression, quelle démarche, quelle stratégie pour rendre l'élève plus autonome et comment stimuler la collaboration et le travail en groupe. Alors, premier défi pour l'enseignant, bah, il va falloir unifier le groupe tout en diversifiant ses activités. C'est-à-dire que la problématique, c'est différencier, comme le dit Philippe Mérieux, c'est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité. Une différenciation pédagogique n'est pas juste une somme de travaux individuels. Mais comment je vais pouvoir proposer des choses qui harmonisent et qui dynamisent le groupe, classe, tout en adaptant mes dispositifs aux apprenants et à leur niveau en langue. Deuxième défi pour l'enseignant, je ne sais pas si on le voit bien, mais aussi quel est son rôle et quelle est sa place. Et ici, nous avons un extrait de Christian Puren, qui montre bien dans un de ses articles que finalement, la pédagogie différenciée, entre la pédagogie différenciée et l'apprentissage autonome, il y a tout un continuum. Et c'est vrai que l'enseignant se pose souvent la question, si l'enseignant a une posture haute et c'est lui qui vraiment transmet les savoirs, qu'il met en œuvre ses méthodes d'enseignement, il fait apprendre et progressivement, il peut enseigner à apprendre, c'est-à-dire qu'il gère avec les apprenants sa relation à la langue, sa relation aux méthodes d'apprentissage qu'il utilise et aux méthodes d'enseignement, mais il peut aussi enseigner à apprendre. C'est-à-dire qu'il propose des méthodes d'apprentissage différenciées. Et la pédagogie différenciée se situe là. Et quand je vous dis que, en fait, en Finlande, on est vraiment au cœur d'une réflexion sur la pédagogie différenciée, c'est parce que quand on regarde le socle commun des compétences qui est proposé pour le milieu primaire et secondaire, la première compétence qui est mise en valeur, c'est apprendre à apprendre. Ce n'est pas le cas en France. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un souci, au moins dans la politique éducative, dans les textes, de cette autonomie progressive que l'on doit donner à l'enfant, même dès son plus jeune âge. Voilà. Donc ensuite, enseigner à apprendre, qui va jusqu'à favoriser, juste ne venir plus que comme une aide, et enfin, laisser apprendre. Hein. Donc, la pédagogie différenciée, en fait, se situe sur ce continuum-là. Alors, la pédagogie différenciée, histoire, littérature, contexte, hein, on a souvent entendu parler de pédagogie différenciée, même si le mot n'était pas clairement évoqué, ou de différenciation pédagogique. Déjà, chez Rousseau, dans Émile ou de l'éducation, le philosophe prônait une éducation qui soit en accord avec la nature de l'enfant. Donc, qui respecte ses rythmes, qui respecte ses goûts, qui valorise les sorties et qui ne soit pas toujours le nez dans les livres assis sur une chaise. On évoque aussi, quand on parle pédagogie différenciée, on pense à Madame Montessori. On pense aussi à Célestin Freinet, hein, qui a été un partisan de la pédagogie de projet, de la classe hors les murs. Et en France, je ne sais pas si c'est le cas en Finlande, on en parle beaucoup, beaucoup actuellement de Célestin Freinet. Il y a même des écoles Freinet hein, qui proposent des dispositifs différenciés orientés vers une pédagogie de projet. Également l'école active, hein, qui était très en vogue dans les années 40, 50, 60 et qui revient aujourd'hui. Et puis le soutien scolaire qui est apparu dans les années 70, 80. Hein. Le terme pédagogie différenciée, le terme même, est né en 1970 en fait, 75 je crois. Voilà. Le soutien scolaire lui a succédé. Donc voilà, donc, dans l'histoire, ça a toujours été présent. À des moments, avec un peu plus de présence à certains moments que d'autres. Dans la littérature, il y a beaucoup de choses chez les auteurs anglophones sur la différenciation. Beaucoup de choses aussi sur la différenciation en général en français, ici comme vous pouvez le voir, hein, puisqu'on a le tout dernier de 2020, Actualité de la pédagogie différenciée.
Mais il y a très peu de choses en langue, en fait. Il y a très peu de choses qui concernent la pédagogie différenciée en langue. Moi, mon terrain d'étude est celui-là. Je m'intéresse à la pédagogie différenciée en classe de français langue étrangère et seconde, donc en FLE. Ça commence par des petites classes que j'appelle classes uniques, ça n'existe presque plus, mais ça existe encore dans certains villages où il y a tous les enfants rassemblés dans certaines classes, par exemple le CE2, le CM1, le CM2, il n'y a peut-être pas jusqu'au CP, mais où il y a aussi des enfants allophones. Alors comment on fait pour la pédagogie différenciée ici? Je m'intéresse à la pédagogie différenciée dans les classes d'accueil d'enfants allophones en France, dans les associations de migrants, donc dans les milieux associatifs, dans les classes bilingues, également dans tous les centres universitaires de langue et dans tout ce qui concerne les écoles et les collèges, les lycées, donc à l'étranger. Donc là où la langue française est bien sûr présente et comment on fait avec tous les étudiants et les élèves dans ce domaine-là. Donc vous voyez ici, en classe de langue, il y a quelques ouvrages, mais pas encore beaucoup, sur la langue française. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup actuellement accessibles. Et surtout, ce qu'il y a très peu, ce sont des ouvrages pour travailler en pédagogie différenciée, concrètement dans la classe. C'est à nous de tout construire, si on veut le mettre en place. Alors justement, tout construire, comment faire? Comment faire? Comment font les enseignants? Là, j'ai mis un petit peu des choses que j'ai vues depuis 3 jours. J'ai vu plein de choses chez les collègues, des évaluations diagnostiques précises au départ, des évaluations différenciées, une classe entière au début, classe entière à la fin du cours, mais après des sous-groupes permanents dans la classe, quels que soient les niveaux, les âges des enfants, sans les figer. Parfois, un enfant était dans un sous-groupe pour la lecture, et puis lecture simple, mais il passait dans un sous-groupe en mathématiques avec un niveau un peu plus élevé. Des dispositifs aussi qui engagent et qui responsabilisent les élèves. J'ai vu de nombreux projets mis en place, notamment dans les écoles maternelles, enfin au préscolaire. Du tutorat entre élèves, des activités autocorrectives, des remédiations individuelles où l'enseignant passait à côté de chaque enfant pour voir vraiment s'il avait bien compris comment il avait fait son exercice, des dispositifs créatifs, des activités ludiques, des approches multisensorielles avec des enfants, et puis ça on m'en a parlé mais j'ai pas pu le voir encore. Et si, je l'ai vu aussi, l'utilisation du numérique. Et ce que j'ai pas vu, c'est l'utilisation de la classe inversée, parce que forcément la classe inversée se fait avant la classe. Donc j'ai pas pu le voir. Donc, beaucoup de variétés qui amènent l'enseignant à être un peu comme un jongleur ou comme un professeur de yoga, variété et souplesse des pratiques. Alors là, je vais revenir sur 2 choses, à la fois ce qu'on appelle les leviers de la différenciation. Qu'est-ce qu'on différencie quand on différencie? Donc, quels sont les leviers? Et ensuite, quelles sont les démarches? Quand on différencie, en général, on différencie, donc ça vient de Tomlinson, Caroline Ann Tomlinson, on différencie les contenus. Par exemple, je vais travailler en géométrie avec des enfants. Je peux avoir un cours qui l'amène à découvrir comment on construit les formes à 4 côtés, les carrés, les losanges, les rectangles, etc. Mais si le cours est un petit peu technique, je peux très bien lui proposer un schéma et donc le contenu est d'une manière ou d'une autre simplifié. Donc je différencie le contenu. Je vais différencier aussi le processus, c'est-à-dire comment je vais amener les élèves à accéder au sens. Quel type d'activité je vais proposer? Des activités vrai-faux, des activités ouvertes, enfin des questions ouvertes, enfin des questions vrai-faux, des questions ouvertes. Est-ce que je vais proposer des textes à trous? Donc toute la réflexion finalement sur les exercices, activités, tâches que je vais proposer. Également, la part de la créativité fait partie du process. Je vais différencier aussi les productions. Certains enfants vont écrire des textes longs, d'autres vont écrire des textes plus courts associés à un dessin. Des productions aussi, je vais plutôt mobiliser la production orale chez certains, alors que je valoriserai la production écrite chez d'autres. Et puis aussi, je différencie ce qu'ils appellent learning environment, c'est-à-dire les structures. Notamment, toute la réflexion sur la dynamique de groupe fait partie d'une réflexion sur les structures. Comment j'aménage l'espace, comment j'aménage les îlots dans la classe, et quand bien même la salle est trop petite, comment je fabrique les paires d'apprenants ou les trios ou les petits groupes. Donc ça, ce sont les leviers. Donc vous voyez un exemple ici pour le FLE, enfin pour en général ce que je fais dans ma classe. Repenser les contenus, la dynamique de groupe. Là, vous avez sur le côté une réflexion sur la différenciation des objectifs linguistiques
Il est vrai que quand j'ai eu des classes qui vont du niveau A1 au niveau B2, ça m'est arrivé encore le semestre dernier, mais là, par exemple, une classe de A1 à B1, je regarde quels sont les objectifs pragmatiques qui correspondent à peu près à ces niveaux-là, mais également les objectifs linguistiques. Et je m'aperçois finalement qu'il y a beaucoup d'objectifs qui se retrouvent entre le A1, le A2 et le B1. C'est ce qu'on voit dans le tableau. Par exemple, accepter, refuser quelque chose, ça se retrouve en A1, ça se retrouve en A2, ça se retrouve en B1 aussi. Mais les structures linguistiques pour le faire sont différentes. Donc en fait, on va travailler avec une même thématique, par exemple, tout ce qui concerne ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, quels sont les droits et les devoirs, par exemple, dans le pays. Et je vais travailler sur le conseil, la recommandation, tout ce qui est la mise en garde, donc au niveau des objectifs fonctionnels de la langue. Mais je vais différencier peut-être tu dois, tu ne dois pas, ou il faut avec les niveaux A1. Mais avec les niveaux A2, on aura un objectif un peu plus important, un peu plus difficile, qui sera travailler sur l'impératif et l'impératif négatif. Et avec les niveaux B1, peut-être travailler avec le subjonctif, etc., etc. C'est-à-dire que de cette manière-là, nous pouvons, autour d'une même thématique, d'une même utilisation de la langue, unifier le groupe tout en diversifiant au niveau linguistique les exigences. Au niveau des structures, voici un petit peu tous les regroupements que je pouvais repérer quand j'avais mes classes pendant 5 heures, des moments en classe entière, des moments en sous-groupe où les étudiants en production écrite faisaient une production écrite du niveau 1, d'autres du niveau 2, d'autres du niveau 3. Également, intéressant de mélanger les groupes entre eux, c'est ce qu'on appelle le sous-groupe hétérogène. Les dyades, donc les travaux en paire, par paire, homogènes, hétérogènes. Moi, j'ai beaucoup de nationalités dans ma classe, puisque j'enseigne en milieu homoglotte. Donc actuellement, j'ai 13 nationalités dans ma classe et 10 langues. Donc, on pouvait faire des sous-groupes par langue maternelle ou par langue apprise pour travailler un petit peu la contrastivité au niveau grammatical. Des sous-groupes par affinité, du travail individuel par centre d'intérêt. Mais enfin, il y en a beaucoup d'autres encore. Donc voilà, en fait, l'éventail de possibles qui s'offre à nous quand on veut vraiment être au plus proche des besoins. Philippe Mérieux fait la différence entre les niveaux et les besoins. Donc les niveaux, il est débutant en ce moment, ou débutant en compréhension orale et faux débutant en compréhension écrite. Mais ses besoins, c'est que lui, il veut travailler dans 6 mois et il a besoin de rédiger des lettres de motivation le plus rapidement possible. Donc, il va falloir aussi l'entraîner sur ce type de texte, en fait. Voilà. Donc, voilà. Alors, au niveau des démarches, donc là, on a parlé des leviers. Au niveau des démarches, eh bien, là, je vais me focaliser essentiellement parce qu'il y a beaucoup de démarches. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'accès au sens. Quand on se retrouve dans une classe avec des niveaux hétérogènes pour la compréhension, par exemple, comment faire pour que tout le monde puisse participer sans trop simplifier et sans léser les autres. Donc, 3 démarches. La première démarche serait, on travaille autour du même objectif thématique, on travaille avec le même support pédagogique pour tous, mais on va faire une gradation dans la difficulté des questions. Donc, je vous montre un exemple, vous ne le voyez pas bien, l'objectif n'est pas de lire le texte, parce que nous n'avons pas le temps. L'objectif, c'est donc ici, j'ai pris un texte dans La France au quotidien, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est du niveau B1, B2, qui parle de différentes choses en France. L'objectif n'est pas de lire le texte, mais de voir que La France au quotidien est un texte assez dense, quand même structuré, donc il a une organisation textuelle assez visible, mais il a un niveau de langue assez difficile. Donc, normalement, il y a juste une batterie de questions pour ce texte qui est proposé dans ce manuel de niveau B1 plus B2. La démarche de différenciation consiste donc à proposer aux apprenants toute une gradation du niveau A1 plus A2, B1, B2 de questions, des images aussi en soulignant dans le texte les plats, puisqu'il s'agit de décrire les plats en fonction des régions en France. Donc, on peut très bien souligner les plats, les illustrer par des images et de demander déjà à des apprenants assez faibles, en langue, notamment au niveau du lexique, de retrouver les images qui correspondent aux plats. On peut aussi faire des questions plus fermées que sur une partie du texte, par exemple le paragraphe 1 pour certains, qui leur prendra déjà un certain temps pour décoder le sens. Mais on peut faire après de plus en plus des questions difficiles, des questions fermées, semi-ouvertes, travailler la compréhension globale, sélective, détaillée, et puis de plus en plus en allant vers l'implicite, la reformulation, etc. Donc voilà comment on travaille en fait
C'est la première démarche qui s'appelle la démarche de différenciation. C'est-à-dire que voilà, je propose le même document avec un degré de difficulté progressif dans les questions. Donc là, il y a toute une réflexion sur le choix du support, hein, le degré de difficulté des textes. Je n'ai pas le temps de travailler là-dessus, mais on travaille là-dessus avec des collègues. Il faut que le document ne soit pas trop long, qu'il y ait des images, que les paragraphes soient bien marqués. Donc, il est nécessaire parfois de retravailler le texte authentique, bien sûr. Pas tous les textes ne se prêtent à une didactisation à plusieurs niveaux. Donc, on analyse le degré de difficulté au niveau de la langue. Hein. Ce sont souvent des textes avec des phrases assez courtes, des propositions indépendantes ou des relatifs simples, des données chiffrées, des mots transparents, des noms propres, et puis au niveau des informations, puisque quand on analyse le degré de difficulté du texte, on regarde sa forme, la langue utilisée et les informations qu'il contient. Au niveau des informations, plutôt type grand public, et peu d'informations dans le même texte. Parce que parfois, on a des textes courts, avec une langue assez simple, mais avec une quantité d'informations inimaginable. Donc, ce n'est pas franchement des textes qu'on peut toujours proposer à tous les niveaux. On développe les stratégies de lecture et on propose aussi aux plus avancés de réécrire certains passages pour qu'ils puissent être accessibles aux autres, ce qui est un très bon exercice. Voire même la traduction est un très très bon exercice aussi. Deuxième démarche, c'est la démarche où on propose au même moment des supports différents. Donc là, on travaille sur la semaine de la francophonie. Donc vous voyez qu'on propose une première activité qui s'appelle des mots français bien à vous. Alors là, je vous les ai mis, je vous l'ai mis en haut. Donc des mots français bien à vous. Quel est le mot que vous préférez? Celui que vous aimez prononcer? Vos mots doux, votre mot tabou, votre gros mot, etc. Toute la classe travaille ensemble. Mais dans le temps 2, il y aura 3 activités très différentes. Les étudiants A1 feront un cerf-volant avec des mots. C'est travaillé de manière assez simple, hein, vous l'avez ici. Voilà, dis-moi 10 mots de ta famille. Le cerf-volant crée un poème qui a la forme d'un cerf-volant. Donc, vous voyez, il faut que tu trouves un nom, 2 adjectifs pour qualifier ce nom, 3 verbes pour décrire ce nom. Donc, on travaille aussi au niveau de la grammaire, hein, au niveau donc, du métalangage, c'est aussi important, métalinguistique. Et pendant ce temps, donc c'est un travail de production écrite, les A2, B1 font une compréhension écrite sur une petite histoire de la langue française. Donc, c'est une compréhension écrite. Et au même moment, les étudiants plus avancés écoutent un reportage proposé à la télévision sur le parler des jeunes, avec des questions donc, qui sont sur ça. Donc en fait, si vous voulez, ici on est donc devant une démarche qu'on appelle la véritable démarche de différenciation, puisqu'on va proposer au même moment des activités, de travailler des compétences différentes. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin, chacun aura un rôle à jouer dans la classe. Les étudiants A1 présenteront leur poésie, qui pourra contribuer à un projet pour la semaine de la francophonie. Les étudiants A2, B1 pourront expliquer aux autres en quoi consiste la langue française, l'histoire de la langue française, et les niveaux plus avancés pourront donner quelques expressions familières pour faire travailler toute la classe. Voilà, donc un petit peu les différentes manières de faire quand on veut vraiment travailler l'accès au sens. Alors, je n'ai pas le temps de parler de la pédagogie de projet, du ludique, etc. Hein, mais effectivement, ce sont aussi d'autres démarches utilisées. Alors, j'en arrive à presque la fin, finalement. Donc, on se retrouve finalement, devant une gestion complexe de la classe, une gestion complexe de la classe, où finalement, je dirais que notre métier d'enseignant, c'est un métier qui est très créatif. Où même si on nous impose un manuel, et même si on a des programmes à respecter, une fois qu'on a la porte fermée, on se retrouve malgré tout assez libre de fonctionner avec sa personnalité, en fonction de son humeur, etc. Donc finalement, on a toujours plus ou moins un éventail de possibles qui s'offre à nous. Cette dimension de l'agir professoral, elle est mise à la puissance 10 avec une classe hétérogène, en fait, avec une classe multiniveau. Donc je ne dis pas que c'est facile à gérer, hein. Je dis juste que quand on a par exemple des A2, B1, il ne faut pas être catastrophé, ou quand on a des B1, B2 non plus, parce qu'au contraire, va s'offrir à nous toujours cet éventail de possibles. Quel type de regroupement je peux mettre en place pendant ma séance? Pour travailler quel type d'objectif langagier? Avec quels outils? Vers quel objectif? Et surtout, comment je vais travailler mes supports? Est-ce que je vais travailler avec un seul support et je vais créer des questions
Est-ce que je vais travailler avec différentes compréhensions orales, par exemple, sur le même thème? Est-ce que je vais travailler avec des choses complètement différentes? Est-ce que je vais travailler avec le même support? Et je vais proposer des questions avec des difficultés croissantes. Donc, on se retrouve ici devant une gestion complexe de la classe. Et on ne peut pas dire que ce soit exactement la même chose que dans une classe tout à fait classique, je dirais, où on suit son manuel, etc. Parce qu'en général, comment on construit son cours? On a une thématique dans laquelle on s'inscrit. On a un objectif thématique, un objectif qui est un objectif pragmatique. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, faire une recette, savoir faire une recette, savoir écrire une recette. Objectif thématique, l'alimentation. Objectif pragmatique, savoir rédiger une recette. Objectif linguistique, les aliments. Objectif grammatical, les partitifs et toutes les expressions de la quantité, etc. Objectif sociolinguistique et interculturel aussi, tout ce qui concerne les aliments, la nourriture dans les différents pays. La compétence interactionnelle, je ne reviens pas dessus parce que c'est compliqué à travailler. Et puis une fois qu'on a ça, quand on construit un cours de manière assez classique, on se dit, bon, ben, comment je pourrais les faire travailler? Est-ce que je fais la classe entière? Est-ce que je les fais travailler en groupe? Mais on se pose rarement la question de comment je vais utiliser mes supports. Est-ce que je vais mettre des îlots au fond de la classe pour un groupe qui va faire ça? On le fait, mais pas systématiquement. La classe hétérogène nous oblige en fait à avoir une entrée différente, c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je voudrais les faire travailler pendant 45 minutes à partir de leur langue maternelle, un regroupement en langue maternelle. Ou aujourd'hui, je voudrais les faire travailler essentiellement avec un regroupement par niveau hétérogène. Donc, par rapport à mathématiques, qu'est-ce que je pourrais faire? Et quel objectif pragmatique et linguistique je pourrais mettre en place? Et du coup, comment je pourrais travailler mes supports? Ou bien je pourrais dire, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de travailler 3 supports différents sur la même thématique. Donc, on entre de manière un petit peu différente dans sa gestion de classe, en fait, dans sa planification de classe. Voilà, donc moi, c'est juste pour dire que le fait d'avoir travaillé beaucoup dans ces classes-là m'a amené à continuer à faire de la différenciation, même quand j'ai des classes de niveau A1.5, par exemple. Voilà. J'ai fini avant, de toute façon. Hein, voilà. Donc, une gestion complexe de la classe, mais également une scénarisation dynamique du cours qui est repensée. Là, l'objectif n'est pas de lire, hein, mais de regarder les couleurs et l'organisation de la classe. Ici, pour 3 niveaux, pendant 60 minutes, on peut avoir 4 regroupements différents, avec une gestion du temps bien minutée, une mobilité de l'enseignant qui passe dans tous les groupes. On commence en classe entière, on finit en classe entière. Après, il y a des moments où vous voyez qu'il y a des A1 qui travaillent, des A2 qui travaillent, des B1, l'enseignant circule. Et puis quand c'est en vert, ça veut dire qu'ils se remettent ensemble, A1, A2, pour travailler sous la forme du tutorat. Et donc tout le cours est organisé par cette gestion de l'espace, cette gestion du temps, cette gestion des déplacements et également la motivation à faire travailler les apprenants ensemble. Puisqu'on voit dans l'avant-dernier, dans le cadre vert, qu'à la fin, ils sont les A1, A2, B1. Donc là, on retrouve 4 regroupements, classe entière, sous-groupe par niveau de langue, tutorat par niveau hétérogène et enfin, classe regroupement hétérogène. Donc ça demande effectivement une construction du cours et surtout d'être un bon chef d'orchestre, mais aussi un bon chronomètre, mais aussi d'avoir une bonne gestion du temps et de ses activités. Donc c'est une expérience riche et inventive. Hein. C'est vrai que là, je ne me suis pas centrée sur l'apprenant aujourd'hui, je me suis centrée sur l'enseignant. Mais justement, on ne parle pas souvent de l'enseignant, on parle beaucoup des élèves, on parle beaucoup des apprenants, mais on ne parle pas si souvent que ça du métier que nous avons en fait et de la manière de le gérer. Donc à la fois diagnostiqueur pointilleux, chronomètre et toujours en état de veille pédagogique, à la fois médiateur, animateur, chef d'orchestre, l'enseignant doit devenir l'architecte ingénieux d'un cours à plusieurs vitesses. À travers cette expérience, l'agir professoral est plus une action en train de se faire qu'une action accomplie, une action faisant preuve d'adaptation, d'anticipation, d'improvisation et de grande souplesse. Donc on est là vraiment devant tout le processus créatif en fait. Hein. On travaille beaucoup à Aix-Marseille sur la notion de créativité. Et la notion de créativité, à l'intérieur, rentre aussi la réflexion sur l'action. Qu'est-ce qu'une action créative? Et justement, l'agir professoral est une action créative, encore plus quand elle décide de mettre en œuvre une différenciation pédagogique. Créativité de l'enseignant,
et créativité de l'apprenant. Donc pour terminer, comme le dit Christian Puren, les différences entre élèves sont représentées le plus souvent en France comme des contraintes à contourner, comme le montre l'expression de gestion de l'hétérogénéité, pratiquement synonyme dans notre pays de pédagogie différenciée. Dans l'expression espagnole correspondante, la atención a la diversidad, la prise en compte de la diversité, ces différences sont considérées au contraire comme des richesses à exploiter. Donc on a différents points de vue aussi dans les mots de vocabulaire, puisque nous parlons d'hétérogénéité au départ, l'Espagne parle de diversité. Nous avons une façon d'envisager l'enseignement aussi, comme le montrait Christian Puren, avec un enseignant qui a une posture haute et qui transmet une méthode d'apprentissage. Dans les pays du Nord, d'après ce qu'il dit, on a une manière d'envisager l'enseignement plus comme une manière de rendre les apprenants beaucoup plus autonomes. Hein, Offenen lernen, je crois qu'on dit en allemand. Donc, voilà un petit peu les réflexions que ça suscite aussi au niveau interculturel de culture de l'enseignement. Donc là, j'avais une vidéo, mais que je ne peux pas montrer puisque je crois que ça bloquerait. Et donc, je vous remercie. Je voulais vous dire que donc moi, je viens ici en tant qu'enseignante au service universitaire de FLE, enseignant-chercheur à Aix-Marseille au laboratoire Parole et Langage, et surtout comme coordinatrice aussi de ce que j'appelle le SUPFLES ici. Les SUPFLES, ce sont les services ou stages universitaires de professionnalisation en français langue étrangère, c'est-à-dire ce sont des stages qui cherchent à vraiment lier théorie et pratique dans une mission de professionnalisation des enseignants. Voilà. On trouve que trop souvent, le terrain est déconnecté de la théorie, que la théorie est trop déconnectée du terrain, et donc on cherche à associer les deux dans des échanges de pratiques et des moments de convivialité, de formation, etc. Voilà, merci. J'attendais les applaudissements pour rebondir. Merci Catherine. J'enlève le partage d'écran. Hein, ouais. Voilà. Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui est très, très intéressante, très riche aussi, parce qu'il y a beaucoup de points qui mériteraient qu'on s'attarde dessus. Et c'était aussi très, très clair parce que ça permet de réfléchir à ces pratiques enseignantes de différenciation qui soit ne sont pas mises en œuvre, parfois mal, ou même qui sont pratiquées plutôt bien, mais de façon inconsciente, c'est-à-dire que les enseignants mettent parfois spontanément en œuvre ces principes sans même connaître les réflexions théoriques qu'il y a derrière sur l'hétérogénéité et sa prise en compte dans la classe. Donc c'est bien de savoir un petit peu comment dire, l'évolution historique de ces notions et ce qu'on peut en faire de manière très pratique dans la classe. Et donc cet échange va nous permettre d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail sur certains points. Par exemple, j'aimerais revenir sur les conséquences de l'hétérogénéité en termes d'évaluation. Parce que si on prend le cas de l'université là où je travaille en Finlande, il existe en Finlande un système de sélection des étudiants, donc de concours d'entrée qui permet d'évaluer grosso modo leur niveau en amont des études de français à l'université. Depuis quelque temps d'ailleurs, ce système est un peu discutable et discuté dans la mesure où une partie des étudiants sont sélectionnés à travers leurs notes au baccalauréat. Et par exemple, les mathématiques comptent pour un fort coefficient dans la note qui va être prise en compte. Donc ça, pour le français, ça ne nous permet pas forcément de garantir un niveau de français à l'entrée, puisque une partie des étudiants vont être sélectionnés selon ces notes et les autres vont passer le concours d'entrée. Bon, passons, ça c'est un petit peu politique, mais ce que je veux dire, c'est que le quota et la sélection permettent déjà de réduire un peu l'hétérogénéité supposée en classe de langue. Mais ça n'est pas suffisant puisque, comme tu l'as rappelé, tout apprenant, y compris les étudiants, ont des bagages linguistiques et culturels différents. Ils ont différentes expériences de la langue, du français. Ils ont parfois différentes langues maternelles.
Et là, ça m'amène à m'interroger sur ce que signifie l'évaluation dans ce cadre-là. Est-ce que dans le cadre de la pédagogie différenciée, l'évaluation, c'est en quelque sorte mesurer l'atteinte des objectifs fixés par l'institution ou par l'enseignant? Par exemple, nous, on délivre des diplômes de licence, de master, il faut atteindre un certain niveau en phonétique, en grammaire, en littérature, etc. Ou est-ce que l'évaluation, c'est plutôt la mesure en fait des progrès accomplis individuellement par l'apprenant par rapport à son bagage et à ses connaissances au départ. Donc, quelle est la place de l'évaluation, son rôle, comment on pratique l'évaluation dans la pédagogie différenciée? Merci pour cette question. C'est vrai que l'évaluation est vraiment une problématique pédagogique déjà qui soulève beaucoup de questions quand on ne veut pas s'intéresser forcément à des classes multiniveaux. Mais en fait, tout dépend de l'objectif qu'on a. Je dirais que déjà, la première évaluation qui s'impose à nous, c'est l'évaluation diagnostique dans ce cas, déjà. C'est-à-dire que la première évaluation importante, c'est l'évaluation diagnostique et surtout l'évaluation par compétence. Au lieu de dire, lui, il est plutôt A1, A2, B1, être bien au courant avec l'élève de là d'où il part, mais dans différents domaines de son apprentissage des langues. Donc ça permet effectivement, en fonction du nombre d'heures qu'il va avoir de français, en fonction du travail qu'il va faire, de voir un petit peu vers où il pourrait aller, sachant qu'après, il y a encore de grandes différences en termes de progression. Mais c'est sûr que si on mesure, si on cherche à évaluer sa progression tout au long de notre intervention, les évaluations formatives vont suffire. Et là, enfin, je veux dire, on fait des évaluations progressivement dans la classe, on peut continuer à proposer. Moi, ça m'est arrivé dans ces classes de faire des évaluations, des tests plus simples que d'autres, en fait. Mais ça, comment dire, c'est un vrai problème parce que si c'est notre compte pour la moyenne générale à la fin dans le parcours de vos élèves, il y en a certains qui vont dire par moment, oui, non, mais moi, c'est pas juste parce que moi, j'ai pas fait l'évaluation la plus facile et moi, à la mienne, j'ai eu que 12, alors que lui, à la sienne, il a eu 15, mais en fait, il a eu une meilleure évaluation que moi. Donc, c'est une vraie difficulté, en fait. Donc, moi, j'ai pas vraiment de réponse à donner absolument là-dessus. Je dis juste que le gros problème que nous avons, et en même temps, ça peut se comprendre, c'est que les évaluations finales, les certifications, etc., les évaluations finales qu'on a, par exemple, dans le milieu scolaire ou à l'université, ne sont pas différenciées. Il est très peu concevable de faire une évaluation, un contrôle terminal, une semaine d'examen différenciée. Ce n'est pas encore dans l'esprit, en tout cas en France, ça n'existe pas. On ne pourrait pas concevoir une évaluation différenciée. Donc, c'est quand même difficile parce que si on différencie trop ces évaluations au cours de l'année, on ne prépare pas non plus les élèves à affronter le contrôle terminal. Donc finalement, la pédagogie différenciée, elle ne cherche pas à se mettre toujours au niveau des élèves tout le temps. Elle cherche à respecter un certain rythme, à donner des béquilles, à donner des outils pour que progressivement l'élève arrive à rattraper finalement son retard. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup la notion d'autonomie, c'est qu'il faut aussi que l'apprenant se rende compte ou qu'il a du travail à fournir supplémentaire et qu'il se rende responsable aussi. Cela dit, voilà, tout dépend de quel point de vue on se place. Moi, si franchement j'ai des étudiants qui ne cherchent pas à passer le DELF ou le DALF, ça arrive dans mes classes, qui ne cherchent pas forcément à valider un diplôme, qui ne cherchent pas forcément à valider une certification, enfin un diplôme, pas une certification, je peux très bien leur proposer des évaluations très différentes parce qu'ils ne sont pas là pour l'évaluation en fait. C'était le cas de mes filles au pair, si vous voulez. C'était des jeunes filles qui étaient là, qui venaient pour apprendre la langue française, etc., mais qui ne cherchaient pas forcément à valider un diplôme. La question est plus compliquée, effectivement, pour les autres. Voilà. Mais il faut trouver un juste équilibre entre donner confiance en l'apprenant, respecter son rythme et le conduire progressivement vers l'examen terminal. L'idéal serait d'avoir des examens, un brevet, un baccalauréat, un contrôle terminal différencié. Une année, j'ai fait un contrôle terminal différencié à l'université. Ça n'a pas été très bien reçu, je dirais. Voilà. Voilà, parce que j'avais... Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais
différentes personnes qui venaient de différentes filières dans mon cours. C'était un cours de didactique de l'oral, et dans ce cours de didactique de l'oral, j'avais des gens qui venaient d'une structure universitaire où on n'avait jamais fait de FLE. C'était juste, ils avaient la possibilité de prendre cette UE complémentaire. Je ne voyais déjà pas bien comment je pouvais leur faire la même évaluation que les autres. Donc j'avais fait des 3 évaluations en fait, et qui n'avaient pas du tout créé de l'injustice entre mes élèves, mais l'institution n'avait pas tellement valorisé ce genre de démarche. Mais je pense qu'il faudrait aller vers ça, en fait. Parce que j'imagine mal ça se mettre en place, par exemple, à l'université en Finlande, on note entre 1 et 5, et 0, on est recalé. Mais voilà, mettre 4 à quelqu'un parce qu'il s'est vraiment dépassé, mais qu'il avait un niveau très très faible au départ, et celui qui est plus avancé, qui a 4 aussi, alors qu'il a un niveau bien meilleur, mais qu'il aurait pu peut-être faire mieux. Vous voyez, donc c'est un peu difficile d'imaginer comment mettre en place en termes d'évaluation, parce que la plupart des enseignants travaillent justement dans ces structures normées, ces institutions, que ce soit l'école primaire, le collège, le lycée, le bac, l'université, donc il y a une échéance. En fait. Oui, alors c'est le problème en fait du fait qu'on évalue un devoir dans sa totalité en mettant une note. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est critiqué mais en même temps qui se fait, l'approche par compétence dans les universités. Donc moi j'enseigne à la fois au service des langues, donc je suis confrontée au problème des certifications DELF, DALF. Donc là, bah, on a le DELF qu'on a en fonction. Donc là, il s'est déjà différencié au départ. Enfin, je veux dire, il va présenter le DELF pour lequel il se sent prêt. Après, j'interviens au département de didactique du FLE où là, à l'université, les élèves rendent un dossier ou rendent un devoir à la fin de l'année ou font un devoir sur table et ils ont une note avec une mention finalement. Ça doit peut-être se faire comme ça dans votre système, je ne sais pas. Donc, on a un contrôle, 2 notes pour valider, mettons, un cours, par exemple le cours de didactique de la grammaire. Ils ont un exposé oral plus un dossier à fabriquer pour la fin, bon, avec une note. Et puis j'interviens à l'INSPE, l'Institut supérieur de l'éducation, au master qui vont faire du français langue étrangère. Et eux, ils ont opté pour une technique complètement différente qui est l'approche par compétences. Donc en fait, et là on est dans une approche différenciée, mais qui est aussi compliquée. On n'évalue que des compétences. Donc, à chaque fois que l'étudiant rend un devoir par exemple, en didactique de la grammaire, il va être évalué sur 5 compétences. Est-ce qu'il maîtrise la langue? Est-ce qu'il connaît la grammaire? Il a A, B, C, D, E. Est-ce que l'apprenant est capable de concevoir une unité à l'intérieur duquel le point langue est mis en valeur selon une approche inductive? Il a A, B, C, D. Est-ce que l'apprenant est capable de construire des activités de systématisation orientées vers l'oral? Voilà. Et en fait, à la fin, il y a des personnes qui ont juste des lettres par compétence, en fait. Voilà. Donc, c'est une approche différenciée par compétence, mais qui est difficile à mettre en... Enfin, qui est difficile après parce que finalement, on n'arrive pas à savoir exactement quel est le niveau de l'élève. Donc, voilà. Oui, avec des grilles d'évaluation et par critères, on peut essayer de trouver à quelle note ça correspond. Et justement, je me posais la question là pendant ton exposé, est-ce que la différenciation, en fait, ne peut pas avoir comme pendant négatif d'accentuer les écarts de niveau? Parce que comme chacun va progresser à son rythme dans le groupe, les apprenants qui auront eu des textes plus longs, plus complexes, etc., vont peut-être développer d'autres capacités que les autres vont mettre plus de temps à atteindre. Et ça revient à la question sur l'évaluation aussi, c'est que quand on a l'évaluation terminale, certains auront eu un entraînement de champion avec des tâches complexes et d'autres des tâches plus basiques parce qu'ils n'avaient pas forcément les compétences pour accéder. Donc, est-ce que finalement, après, l'évaluation devient une sous-évaluation pour les étudiants plus avancés qui ne se sont pas ennuyés pendant le cours, mais l'évaluation ne reflète pas leur capacité? Tu vois ce que j'essaie de... C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'il faut faire très attention avec la simplification outre mesure. Il faut faire très attention. La différenciation n'est pas censée niveler par le bas, hein. La différenciation est censée donner des clés, des moyens de mettre en place une démarche pédagogique
pour permettre, encore une fois, à un groupe classe de travailler autour d'une même thématique, autour d'un même objectif langage. Et moi, je travaille en langue, donc voilà, et de donner comme défi progressivement à certains d'avancer vers ce qui leur est demandé. Je crois qu'il faut faire une différence entre la pédagogie différenciée dans les apprentissages scolaires et la pédagogie différenciée en langue. C'est pas tout à fait la même chose. Quand on se retrouve avec des enfants, des adolescents qui sont au collège et au lycée, il est évident que si on simplifie trop les contenus disciplinaires, ils ne pourront pas arriver à avoir le savoir et le savoir-faire dans la discipline. Donc, la différenciation sera un moyen, une béquille, je dirais, enfin plutôt une démarche qui leur permettra progressivement, mais plus lentement, d'acquérir. Et voilà. Mais avec l'objectif de la vraie différenciation, c'est que tu dois arriver à faire comme les objectifs du programme, en fait. Parce que sinon, on ne pourra pas passer dans la classe supérieure, puisqu'en France, le redoublement est autorisé. Contrairement en Finlande. Chaque année, on voit des enfants au conseil de classe, il ne peut pas passer, quoi. Hein, donc, la différenciation en milieu scolaire, je pense que c'est une démarche que les enseignants qui sont partisans mettent en place pour permettre à l'apprenant, par une entrée différente, en travaillant sur des intelligences multiples différentes, enfin, des intelligences différentes, une autre voie que la voie qui est proposée par exemple dans le manuel ou qui est proposée de manière plus traditionnelle vers un contenu disciplinaire. Maintenant, quand il s'agit de parler de l'apprentissage d'une langue étrangère, je pense qu'on ne peut pas demander à un apprenant A1 de faire des exercices du niveau B2 parce qu'il y a un laps de temps pour que les constituants de la phrase se mettent en place, pour que l'oreille se guise, se précise, etc., pour que l'aisance arrive. Hein. On voit bien le cadre européen de référence, on peut en dire ce qu'on veut, mais enfin quand même, il y a un référentiel qui montre qu'on avance progressivement dans la langue. C'est pas comme si vous mettez un enfant de 6e en terminale. Voilà, un enfant de 6e en terminale, c'est sûr que c'est pas possible. Mais nous, ça peut arriver d'avoir une personne débutante avec quelqu'un qui parle très bien la langue. On n'est pas tout à fait sur le même domaine de réflexion. Donc là, ben oui, il faudra bien différencier. Et oui, si il a eu quelque chose de plus facile et qu'il n'arrive pas à aller plus haut, ça voudra dire qu'il faudra qu'il continue les cours de langue. Parce qu'il ne peut pas arriver tout de suite à rentrer. Nous, on a ce problème comme vous, j'imagine. Enfin, peut-être pas comme vous. On a ce problème que les étudiants qui arrivent chez nous veulent rentrer le plus rapidement possible à l'université. Donc, ils arrivent parfois avec un niveau A1. Ils nous disent, est-ce que dans 6 mois, je pourrais rentrer à l'université française? Et on leur dit, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais à mon avis, non. Parce qu'en 6 mois, en arrivant au niveau débutant, c'est quand même difficile d'arriver parce que nous, il faut le niveau B2 pour faire des matières enseignées en anglais quand même. Mais il faut le niveau C1 pour pouvoir suivre des cours en sciences humaines, en lettres, en arts, etc. Donc voilà. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui, mais c'est tellement divers en fait que c'est vrai que ça touche différents niveaux, les langues maternelles et puis effectivement la pédagogie différenciée c'est pas seulement pour les langues. Donc c'est vrai que là, moi je me focalise sur les langues parce que c'est mon domaine, mais c'est beaucoup plus large. Mais en fait, moi j'ai du mal à parler en général parce que je pense qu'il y a un mot qui est important, c'est le mot contextualisation. Donc, la manière selon laquelle on aborde une notion en didactique ou en beaucoup de choses d'ailleurs, est toujours rattachée au contexte et à la situation didactique dans laquelle on se place. Enseigner une pédagogie différenciée en langue, c'est pas tout à fait la même chose que la pédagogie différenciée dans le système secondaire avec les matières disciplinaires. La pédagogie différenciée avec des grands groupes à 150 comme on le trouve dans certains pays, c'est pas la même chose que de faire de la pédagogie différenciée dans un centre universitaire de langue ou dans un institut français où on a 15 étudiants. Donc je pense qu'il faut vraiment voir à chaque fois dans quelle situation didactique on se trouve et aussi quels sont les projets des élèves qu'on a en face de nous. Et si on prend justement la classe de langue comme contexte, j'ai aussi une question sur la didactisation, l'approche méthodologique et les techniques qu'on peut utiliser. Tu as parlé un peu plus tôt de la classe inversée et qui, à mon sens, développe l'autonomie de l'apprenant aussi. Donc, c'est une manière aussi
travailler en classe sur les exercices, les tâches à accomplir, donner des explications supplémentaires, mais en gros, voilà, la théorie ou les concepts, le fonctionnement sont enseignés de manière inversée, c'est-à-dire on travaille sur ça à la maison. Et je me demandais quelle était la place justement de la classe inversée dans cette approche pédagogique, puisque la théorie sera la même pour tout le monde. J'imagine que ce qui est donné avant la classe à étudier, à regarder une vidéo ou autre chose, va être la même chose pour tout le monde. Donc ça va permettre d'avoir accès à la différenciation après, en classe, quand on pratique les exercices, c'est ça? Encore une fois, la classe inversée peut se produire de manière très différente. Ça peut être un contenu, effectivement, si on se place dans un cours de master en histoire médiévale, je peux très bien donner effectivement le cours en amont et les étudiants étrangers qui sont à l'université pourront potasser le cours avant d'assister au cours. Donc effectivement, c'est une démarche, voilà. Mais après, le cours, la classe inversée en général n'a pas pour vocation de refaire le même cours magistral une fois qu'on a les étudiants en présentiel. Ça devient plus une démarche interactive, active, où on pose des questions pour voir s'ils ont compris, etc. Donc là, effectivement, oui, c'est une démarche qui permet de compenser des gros écarts de niveau dans la langue pour un accès à un contenu disciplinaire assez difficile. Mais quand on se retrouve dans une classe de langue où on apprend la langue, le gros problème de la classe inversée, c'est si les personnes n'ont pas travaillé en amont et que d'autres l'ont fait. Et là, on se retrouve dans une hétérogénéité encore pire qu'avant. parce que on a construit son cours sur le fait en pensant que eh bien, ils auront lu, ils auront travaillé, ils auront fait des recherches. On attend qu'ils participent par rapport à différents documents qu'on leur a donné de faire en disant le cours va être génial, il va être interactif, ça, tout le monde va avoir sa place, et on s'aperçoit qu'il y en a au moins 5 sur les 12 qui n'ont pas fait le travail, qui ne se sont pas du tout mis. Ils vont dire oh, bah, c'est bon, on verra en classe. Et alors qu'on avait besoin d'eux comme maillon de la chaîne des contenus. Donc oui, c'est sûr que dans l'idéal, ça serait vraiment très bien, mais je l'ai déjà testé plusieurs fois. Je dois dire que je me suis souvent retrouvée devant des personnes qui n'avaient pas fait le travail, soit parce qu'ils avaient fini trop tard, soit chez les ados aussi. Il y a... Alors, ça veut dire que qui dit classe inversée doit vraiment se former à la classe inversée et faire une formation sur comment motiver, engager, développer la motivation pour que tous les élèves ou tous les étudiants fassent ce travail-là. Donc vraiment des tâches engageantes et pas juste lire un texte, ou vraiment que les personnes voient la nécessité, je dirais, pratique et par rapport à leur projet, par rapport à ça. Mais il y a vraiment des choses très bien en classe inversée à faire, bien sûr. Il y a des gens qui fonctionnent que comme ça. Avec le confinement, nous avons été amenés à passer tous à distance et donc à mettre en place des enseignements hybrides où nous avons alterné dans nos cours magistraux et dans nos cours de langue aussi, beaucoup plus souvent entre le présentiel, le distanciel synchrone, le distanciel asynchrone, et on a essayé de rendre le cours actif à travers des plateformes, j'imagine, qui est un peu comme une classe inversée finalement. Le fait de proposer des choses en amont, de motiver des forums, de demander aux élèves de créer des choses à distance qui pourraient être investies dans le cours, etc. Quelque part, on a développé un peu cette approche à travers la démarche hybride. Et justement, pour rebondir sur ça, sur le numérique et ce saut numérique qu'on a tous vécu de gré ou de force, finalement, certains se sont bien adaptés, que ce soit les enseignants ou les apprenants. Est-ce que tu penses que c'est plutôt un défi supplémentaire dans la mise en place de cette pédagogie différenciée, ou plutôt un atout, parce qu'on a eu aussi des décrocheurs, donc ça pouvait accentuer les difficultés d'accès au numérique, par exemple, qui beaucoup plus en France et dans d'autres pays qu'en Finlande, où ça c'était pas tellement le problème, mais même l'environnement d'études des apprenants n'est pas le même, donc les conditions d'apprentissage ne sont pas les mêmes, les modes de travail et les styles d'apprentissage, les personnalités font que aussi on a des apprenants qui sont beaucoup plus autonomes et qui s'en sortent très bien, et d'autres qui ont besoin de travailler en groupe et d'échanger avec les autres. Donc est-ce que pour toi c'est plus un handicap ou un atout, justement, cette immersion dans le numérique?
Bah, pour moi, je pense que le numérique apporte énormément si on veut différencier sa pédagogie. C'est vraiment un outil indispensable, je dirais, aujourd'hui, si on veut vraiment mettre en place des choses dynamiques. Si on veut, parce que moi, là, j'ai vu beaucoup d'enseignants qui avaient des assistants dans les classes. Mais parfois, enfin en tout cas en France, c'est très rare d'avoir des personnes. Le co-enseignement devient un peu à la mode en ce moment, mais c'est quand même relativement rare. Donc les outils numériques apportent beaucoup, ne serait-ce que pour la traduction, ne serait-ce que pour aller chercher quelque chose, proposer de faire une activité de compréhension orale ou aller voir une vidéo, construire un projet numérique, enfin je veux dire utiliser le numérique pour réaliser un projet actionnel, par exemple la réalisation d'un journal en ligne, on peut le faire qu'avec le numérique. Le numérique apporte beaucoup à la gestion de l'hétérogénéité et encore une fois, comme gérer l'hétérogénéité nous demande de proposer des activités, une diversité d'activités, le fait d'avoir le numérique va permettre d'envoyer les étudiants ou les élèves sur différentes ressources à leur niveau, de leur demander d'écrire un forum sur un forum, les autres pourront les corriger, ça motive le tutorat à distance, etc. Maintenant, bien évidemment, qu'il y a des personnes qui ne sont pas équipées. Maintenant, le téléphone, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont. Et le téléphone, on peut faire beaucoup de choses avec le téléphone. Parce qu'on accède à beaucoup de choses en ligne. Ne serait-ce qu'un Google Doc partagé avec des camarades pour écrire à distance. Je crois qu'on a testé pas mal de choses, c'est possible. Donc oui, moi, j'aime beaucoup le numérique. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un facteur, si vous n'êtes pas équipé, ça crée une différenciation supplémentaire. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on a vu avec le confinement, des enfants mieux équipés que d'autres. Oui, d'autres pays aussi, parce que Voilà. en fait, en Europe, on est quand même bien lotis, mais au Brésil ou en Inde, où ça a été une catastrophe, vraiment, ce passage au distanciel a fait perdre énormément d'étudiants, d'apprenants. Tout le monde a décroché, et puis aussi pour des besoins matériels, pour Oui. travailler quelque part. Mais encore une fois, Ouais. ça dépend vraiment du contexte dans lequel on se trouve. Mm. Ou si tout le monde peut arriver à travailler en classe et si tout le monde est équipé au moins d'un téléphone, le numérique apporte beaucoup à la gestion de l'hétérogénéité, c'est évident. Et justement, une question qui concernerait un peu tous les contextes, c'est la question du temps. Parce que tu as parlé de la gestion complexe de la classe. Effectivement, c'est complexe et ça a l'air de prendre du temps. Est-ce que c'est le cas? Parce qu'on a l'impression que diversifier les activités, les tâches ou les évaluations, enfin tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, ne serait-ce que le diagnostic, par exemple, au début, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et proposer des tâches différentes, c'est un petit peu avoir des classes différentes à l'intérieur de la même classe. Alors pour l'enseignant, comment on gère ce manque soit de temps, de ressources humaines, de budget, etc., pour mettre en place cette pédagogie? Alors, qu'on soit bien clair entre nous, je n'ai pas fait l'apologie de la classe multiniveau A1, B2. J'ai montré que l'hétérogénéité pouvait être une richesse, qu'elle met en valeur la créativité du professeur, mais il faut quand même reconnaître qu'une classe du tout débutant jusqu'au B2, d'abord est assez rare. Premièrement, dans nos contextes de centre de langue, même d'université, hein, c'est assez rare. En revanche, c'est pas rare du tout en milieu associatif, hein, voilà. Mais effectivement, si on veut faire ça tout le temps, c'est chronophage. Ça prend énormément de temps de construire des séquences différenciées. Cela dit, ça prend énormément de temps de construire des cours d'université aussi, mais une fois qu'ils sont prêts, ils peuvent marcher pendant un certain temps. Et donc, une séquence de pédagogie différenciée, puisqu'elle s'adresse à... Elle pense une dynamique de groupe en fonction de trois niveaux, mettons, ou de 2 niveaux, elle va être utilisable longtemps. Ce qui n'est pas toujours le cas de tous les cours qu'on fait avec les manuels, etc. Parce qu'elle est vraiment construite, elle est vraiment pensée, elle cherche à prendre en compte l'hétérogénéité qu'on appelle, comment dire, l'hétérogénéité par compétence, en fait. Voilà.
L'hétérogénéité, on va proposer. Donc, nous, on est en train de faire un manuel actuellement de pédagogie différenciée où, sur différents thèmes, on, on propose par compétence différents niveaux d'activité. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, mais ça peut nous servir longtemps, en fait. Voilà. Enfin, un manuel, enfin, je veux dire, construire des ressources, hein, un manuel pour nous. Et servir de modèle aussi pour l'enseignant qui chercherait. Je ne sais pas si ça serait un modèle, mais en tout cas, ça permettrait d'alléger le temps passé, parce qu'il y aurait déjà une trame construite. De toute façon, tous les pédagogues le disent, la pédagogie différenciée, c'est chronophage, et l'idée serait vraiment de mutualiser. Ça a été l'objectif de cette formation que Anne-Laure Jade a organisée sur l'année. C'est-à-dire qu'en fait, les enseignants avec qui nous travaillons sont censés construire des séances, voire des séquences différenciées, les mettre sur un Padlet et s'enrichir les uns les autres pour les mutualiser, en fait, pour les tester dans les classes, pour que ce travail ne soit plus un travail d'un seul, mais un travail d'une communauté de pratique, en fait, au sein d'une communauté de pratique et qui puisse se co-construire, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que c'est chronophage et c'est vrai que A1, B2, c'est pas du tout l'idéal si on est prof de français ou de finnois ou d'allemand, parce que quand même, il y a une progression linguistique à mettre en place. Et si on va trop vite, elle ne sera pas solide. Or, quand on est prof de langue dans un centre de langue, ce que cherchent nos étudiants, c'est vraiment à progresser dans la langue, quoi, et à acquérir les bases de la langue progressivement. C'est pas tout à fait la même chose dans d'autres contextes, en fait. Et justement, nous, on a un problème, je parlais tout à l'heure du recrutement des étudiants, donc du concours d'entrée, etc. On a des étudiants qui viennent, par exemple, du lycée franco-finlandais ou qui ont un parent francophone, qui ont vécu en France. Donc, les langues maternelles peuvent être très diverses, déjà, finnois, suédois, on a des russophones parfois ou d'autres langues, mais en plus, on a les francophones. Et je me demandais, en t'écoutant tout à l'heure, si, quand on les faisait travailler par petits groupes, si c'était mieux finalement de mettre un francophone dans chaque groupe pour servir voilà, de moteur, de modérateur, etc. Et bon, peut-être que lui va s'ennuyer parce qu'il sera avec des étudiants d'un niveau inférieur, ou de laisser les francophones entre eux et de faire d'autres groupes, parce qu'est-ce qu'on peut se sentir humilié, diminué quand on sait qu'on appartient au groupe voilà, moins avancé, ou ça fait une distinction, je sais pas bien comment gérer ça en fait. Mais en fait, comment? En fait, c'est l'éventail toujours, c'est cette image qui est intéressante par rapport aux objectifs qu'on a. Je pense qu'en fonction de ce qu'on veut faire ce jour-là, si on a décidé que ce regroupement pouvait être intéressant, il sera intéressant. Mais on ne peut pas parler dans l'absolu, en fait. Si on a décidé de faire réaliser une carte mentale, par exemple, à partir d'une lecture de 3 articles, l'objectif, c'est d'arriver à la carte mentale. Donc, on pourra très bien donner des articles de niveau de difficulté différents à différents étudiants. Donc là, c'est un premier regroupement. Mais si on a décidé de faire je sais pas moi, une synthèse d'articles à un groupe d'étudiants qui ne sera pas forcément évalué, on peut très bien, à ce moment-là, il sera pertinent et judicieux de mettre quelqu'un qui maîtrise mieux la langue, en fait. Donc, il n'y a pas de... Enfin, comment dire, le groupe n'a pas une étiquette. Et en même temps, il n'y a pas de recette pour la différenciation pédagogique. C'est pour ça que je préfère parler de différenciation pédagogique que de pédagogie différenciée, parce qu'encore une fois, c'est une manière de sentir son cours. C'est une manière de sentir comment on veut organiser sa classe. Et en fait, c'est sans cesse différent. Donc la différenciation, comme on l'a montré tout à l'heure, elle va se manifester de différentes manières. Moi, là, depuis 4 jours, et j'ai fait que 4 jours, j'ai vu que... pas moi, 12 heures de cours, mais j'ai vu, je sais pas, 50 manières de proposer, pas 50, mais j'ai vu bien 30 manières différentes de différencier dans sa classe, sans qu'il y ait, et c'était vraiment, sans que l'enseignant se dise, oh mon Dieu, il va se sentir plus faible ou moins fort, ou il va s'ennuyer. Il y a eu un éventail de possibles. Là, moi, j'ai montré aujourd'hui une des démarches pour accéder au sens, pour permettre, quand on est dans un contexte où il y a du contenu quand même, à chacun de trouver sa place. Mais après, voilà, pareil sur le texte que j'ai montré là sur cuisiner dans le monde, là, les cuisines du monde, on peut faire les regroupements qu'on veut.
Ils peuvent travailler individuellement, il peut y avoir un francophone avec un autre. En fait, tout marchera en fonction de l'objectif que vous avez. En fait, si vous voulez, la différenciation pédagogique est une démarche. Quand on travaille en didactique, on fait la différence entre les activités et les démarches. Les objectifs, les activités, les démarches. On a un objectif. Pour atteindre cet objectif, on va mettre en place des activités. Mais après, sur ces activités, il y a plein de démarches possibles pour les réaliser. Donc, si j'ai envie de travailler, je ne sais pas moi, sur la différence entre l'imparfait et le passé composé, c'est un objectif grammatical. Je vais donner à mes étudiants un compte au présent et qui vont devoir transformer au passé, qui va mobiliser forcément une différence entre l'imparfait et le passé composé. Ça, c'est l'activité. Mais pour arriver à ça, j'ai des milliers de démarches. J'en ai plein, en fait. J'ai plein de démarches. Et les regroupements font partie de la différenciation des structures, et donc plein de structures possibles pour arriver à réaliser cette activité. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Merci, ça donne... En fait, vous êtes devant une liberté absolue de faire ce que vous voulez. C'est juste qu'il faut le faire de manière rigoureuse. Voilà. C'est beau, l'hétérogénéité. Voilà, je pense que je peux peut-être moi vous poser une question. Je laisse Anne-Laure prendre la parole. J'aurai une question pour vous, mais peut-être, je ne sais pas si vous avez fini vos questions vis-à-vis de la présentation. Oui, non, c'est... Alors, Mélanie, moi j'avais une question parce que j'ai vu que vous travaillez sur l'interculturel et je voulais savoir en fait quel lien peut-on faire entre cette notion de différenciation pédagogique et tout ce qui concerne l'interculturel, la pédagogie de l'interculturel. Est-ce que vous voyez un lien entre la notion de différenciation et l'interculturel, vous? Et comment? Mais justement, oui, et plus avec la notion d'hétérogénéité, mais bon, ça revient à parler de la même chose, parce qu'on vient de voir un petit peu l'hétérogénéité des niveaux, des méthodes, des approches, des types de tâches. On a parlé de l'évaluation, du numérique, etc. Et je me dis que c'est vrai que si on prend un petit peu de recul et qu'on prend cette notion d'hétérogénéité, elle s'applique, elle est présente partout en fait. Elle s'applique à beaucoup de choses et toute classe est hétérogène par essence et impose justement cette confrontation à l'autre, fait émerger la complexité de l'identité, de l'altérité, de la perception de l'autre, donc des représentations qu'on peut avoir sur le voisin, le prof, l'étranger, le différent, l'exotique. Donc c'est assez intéressant parce que dans ma thèse, j'avais travaillé sur les manuels de français publiés en Finlande depuis les années 60. Et donc moi, j'avais essayé de voir comment était représentée l'identité, donc la culture source, la Finlande, et l'altérité, la culture cible, c'est-à-dire la France, les Français. Et on voit que dans l'analyse que j'avais faite, par décennie, j'avais retenu des séries de manuels par décennie, depuis les années 60 à 2008, je crois, et on voit que ça a complètement évolué. C'est-à-dire qu'avant, la Finlande n'était même pas présente en fait dans les manuels des années 60. La France était hyper valorisée, présentée de manière voilà, extraordinaire, les arts, etc. Donc la culture ne recouvrait pas les mêmes choses que dans les manuels les plus récents. Donc même la notion de culture est hétérogène, évidemment, mais elle a évolué avec le temps dans un même contexte, qui évidemment lui aussi a bougé parce qu'il y a un contexte géographique, historique, politique, des systèmes éducatifs, bref, tout est mouvant et tout évolue. Mais je me dis que même ce qui est capté par les manuels, la culture source ou la culture cible, n'est pas la même chose d'un manuel à l'autre, d'une époque à l'autre. Donc c'est plus ou moins cristallisé parce que emprisonné dans le manuel, alors que l'hétérogénéité de la société française, par exemple, des Français, c'est beaucoup plus divers que ce qui est réduit dans les pages du manuel. Donc ça me fait penser qu'en fait, on peut s'interroger sur encore la place du manuel en raison de ces évolutions qui sont quand même assez rapides. Et là, on a parlé de l'hétérogénéité chez les apprenants.
enfin du point de vue des apprenants et de la répartition dans la classe, par exemple, des niveaux, là un petit peu du matériel, mais il y a aussi une très grande hétérogénéité chez les enseignants qui ont une culture éducative différente, qui ont leur propre expérience de la langue, si on parle des cours de langue, de la société, donc des enseignants natifs, non natifs, qui n'ont pas appris de la même façon, qui ont des représentations différentes, qui ont des modes de travail différents et des styles d'apprentissage. Enfin, moi, j'appelais ça style d'apprentissage. Tu disais tout à l'heure les intelligences. Attends, je l'ai noté quelque part. Habileté, voilà, c'est ça. Plutôt que intelligence chez Gardner. Et donc, est-ce qu'on a tendance à reproduire ce qui nous-mêmes nous convient comme habileté ou comme style d'apprentissage, ou à faire le contraire parce que ça nous a déplu? Voilà, il y a des styles qui vont correspondre au style de nos apprenants ou pas du tout. Et on a tous, à mon avis, des expériences très positives ou très négatives de l'enseignement, s'il y a des enseignants dans le public, je ne sais pas, et de l'apprentissage, en tout cas pour tout le monde, qui sont dus justement à cette hétérogénéité. On a des styles qui nous conviennent pas, on a des manuels qui nous conviennent pas, on a des camarades qui nous conviennent pas, des salles qui nous conviennent pas. Et donc on apprend évidemment différemment, et c'est pour ça que cette notion d'hétérogénéité, je la trouve vraiment passionnante parce qu'elle recouvre tous les aspects en fait de l'enseignement et de l'apprentissage. Je suis au cœur d'une hétérogénéité culturelle, une très grande diversité dans les classes et qui est vraiment une très grande richesse aussi. Voilà. C'est vrai que c'est un terme qui recoupe, on va dire, oui. Je dis juste que voilà, avec toutes les langues cultures qui sont les langues de mes étudiants, on est au cœur aussi de la diversité. Et donc l'interculturel et l'hétérogénéité, la diversité, la pluralité, la multiplicité, toutes ces questions d'identité sont bien présentes, en plus, comme vous le dites, de l'hétérogénéité dans les pratiques professorales aussi. Donc on est dans un univers très complexe, mais très riche. Voilà. Et donc la différenciation, c'est aussi le fait de faire ressortir les différences. Oui. C'est pas de les étouffer, de les supprimer pour arriver à une sorte d'uniformisation de la classe et du niveau. Mais au contraire, la différenciation, c'est aussi un processus de, à la fois, quelque part, réduire les différences en termes de difficulté, mais aussi mettre en valeur et faire ressortir des différences, si on travaille la notion de différence à un niveau autre, quoi, c'est-à-dire les talents, les cultures, les langues. On a aujourd'hui une approche très plurilingue de la classe de langue. Donc, le fait d'avoir des langues, cultures très différentes en classe nous amène à, justement, insister sur la dimension, la différenciation comme acte de valorisation de la différence, en fait. Voilà. Merci Catherine. Merci. Merci à toutes les deux. Merci Catherine pour la présentation. Merci Mélanie pour la discussion. Je vais passer... je vais passer le micro si vous voulez intervenir, soit pour commenter, soit même pour, je sais pas, raconter quelque chose qui fait écho dans votre expérience. Si vous voulez prendre la parole, je vous passe le micro. Et sinon, c'est pas une obligation. Ouais. Bon, merci Mélanie de ces questions et merci Madame de cette présentation fascinante. Ça donne plein d'idées, mais comme Mélanie avait dit, il est très difficile chez nous à l'université de mettre vraiment ça en pratique, comme Mélanie l'avait dit tout à l'heure, puisque nous avons toujours les examens, il faut toujours donner des notes, il faut qu'ils aient un niveau égal, pour note égale, niveau égal, donc il est très difficile de voir comment différencier ça. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons des niveaux très, très différents dans les classes. Donc, les gens qui arrivent chez nous ont des niveaux tout à fait différents.
et il faut savoir gérer la situation. Et voilà, donc ça c'est comme vous avez bien dit, et Mélanie également. Mais justement, le côté des francophones, je ne vois pas ça tellement comme danger. Donc je vois en fait, les francophones sont par exemple pour les cours de grammaire, ils sont souvent très mauvais, puisqu'ils ne savent pas, ils pensent savoir, mais ils sont très mauvais. Et pour ça, je pense que on peut également montrer, et ils sont souvent contents, ils montrent, ils ne cachent pas du tout leur incompétence, ils essayent de dire. Donc je pense que on peut jouer avec ça. Donc Mélanie avait été avec moi dans un cours de grammaire, et là, Mélanie, tu avais vu que il posait des questions très très bizarres. Et Oui, ça mettait les finophones à l'aise. Je veux dire qu'ils voyaient que il y a tellement de domaines, donc ils parlent couramment, etc. Ils s'expriment bien et volontiers, mais ils ont quand même des soi-disant lacunes. Donc je pense on peut s'en servir. Et moi, j'aimais beaucoup avoir des francophones, des Français, puisque on pouvait justement, ils montraient qu'il y a des compétences différentes. Et ce qui était important pour que les pauvres finophones ne soient pas trop timides, puisque c'est ça en fait, ça dépend des cours, parce que je pense que dans les cours de grammaire ou de phonétique ou d'autres types de littérature, par exemple, oui, on n'est pas, parce qu'on est français, expert de ces domaines. Mais par contre, quand j'avais par exemple à tempérer des cours de production orale ou écrite et que les étudiants étaient beaucoup plus à l'aise, les étudiants finlandais n'osaient plus parler parce que les Français savaient répondre tout de suite. Et donc, j'avais envie presque d'exclure de la classe les Français pour ou voilà faire des groupes avec ceux qui parlent très bien et ceux qui parlent moins bien parce que c'était assez difficile à gérer cette timidité en fait des Finlandais par rapport à ceux qui avaient un meilleur niveau. Après, c'est vrai que vous parlez de cas quand même qui sont comment? On est au niveau des étudiants là. Donc s'ils sont arrivés quand même, s'ils sont arrivés quand même jusqu'à l'université et qui sont déjà dans ces cours, c'est que c'est quand même des personnes qui sont censées, même s'ils ont des difficultés à l'écrit, s'ils ont du mal à analyser la langue au niveau universitaire parce qu'ils sont dans un master de linguistique didactique, c'est quand même des étudiants qui sont arrivés jusque-là. Donc, effectivement, ça paraît bizarre de faire des évaluations très différenciées pour peut-être ne pas trop les pénaliser parce que bon, bah, ils ont choisi d'être là. C'est eux qui ont fait ce choix d'être là. Comment expliquer il y a aussi parfois une façon d'envisager le travail. Enfin, il y a aussi peut-être qu'il faut qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils reprennent les bases, etc. Donc peut-être la différenciation, ça va pas être autant au niveau de l'évaluation que peut-être certains n'ont peut-être pas les bases que les autres ont. Il y en a qui arrivent en troisième année de licence, par exemple, et qui n'ont pas eu depuis la licence 1 les bases des cours qu'on est en train d'enseigner. Donc la différenciation n'est pas tant de leur dire ah bah les pauvres, on va vous faire une évaluation de première année alors que vous êtes en troisième année. Non, mais on va peut-être vous conseiller de reprendre les bases ou peut-être une aide complémentaire, du soutien ou aller voir un étudiant qui connaît mieux. Donc en fait c'est plus dans les conseils que ça va se passer. On n'est pas dans un contexte où là c'est le barrage de la langue. On n'est pas dans un barrage de la langue, là. Pareil, on n'est pas comme dans un milieu scolaire où il y a vraiment des enfants à besoins spécifiques. Oui, on en a dans les universités des étudiants à besoins spécifiques. Et pour eux, il y a des dispositifs, justement. Donc, encore une fois, il faut être très nuancé. Enfin, on peut pas dire les choses de manière radicale et de manière trop globale. Encore une fois, il faut différencier son discours, quoi, contextualiser son discours. Nous aussi, on en a des étudiants qui ont beaucoup de mal à l'écriture, à l'argumentation, à l'analyse de texte, à une prise de recul sur leur propre langue, etc. C'est pas pour autant qu'on va leur faire du coup une évaluation simplifiée. On va juste leur dire qu'il faudrait qu'ils retravaillent un petit peu plus certains aspects. Voilà. Oui. Oui, je voulais juste reprendre le terme de béquille que tu as employé tout à l'heure. Je pense que ça joue beaucoup au niveau de l'étayage, en fait. Oui. C'est-à-dire un même objectif, mais avec un étayage qui va être différent.
Et ça peut se passer par des activités. Par exemple, j'avais vu une formation où il y avait une classe, bon, c'était dans du secondaire, où en fait, les enfants se déplaçaient dans la classe pour faire une tâche avec un même objectif, mais de façon différente. C'est ça. Alors, par exemple, si on prend un texte, une compréhension écrite, il y avait une table où il y avait des mots-clés du texte. D'autres, c'était des idées du texte, mais qu'on mettait dans un vrai faux. Donc, avoir des activités différentes qui ont un degré de complexité différente, mais qui permettent d'aboutir au même objectif. C'est ça, ça reprend la différenciation des processus. Voilà. C'est de quelle manière on va conduire les apprenants à l'objectif, par quel processus en fait, quel type d'activité. Et c'est vrai que cette notion d'étayage, elle est vraiment importante, quoi. Comment on aide, comment on amène à accéder au sens ou à accéder à l'objectif, au savoir ou au savoir-faire qu'on vise pour cette séance-là, quoi. Et comment on retire cet étayage. Voilà, et comment on le retire petit à petit. C'est ça. Mais en fonction aussi des langues, hein, bien sûr que des apprenants qui arrivent à des niveaux A1, A2, mais qui sont chez nous hispanophones ou qui parlent l'italien ou le portugais, accèdent beaucoup plus rapidement au sens par l'écrit et voire l'oral que d'autres. En revanche, quand il s'agit de réfléchir aux structures de la langue, pour certains, c'est plus compliqué que pour certains étudiants chinois ou russes, par exemple, qui ont eu cette culture d'enseignement-apprentissage dans leur pays et qui ont une manière... Mais bon, du coup, on ne va pas faire une évaluation pour les personnes qui ont une culture d'enseignement plus systématique, une autre pour ceux qui ont... Non, mais voilà. Mais en même temps, on le sait, c'est ça qui est intéressant, du coup, parce que dans la classe, il y a tout le temps plein de choses différentes à mettre en place. Voilà. Mais c'est vrai, cette notion d'étayage, elle est vraiment importante. Et comment l'enlever? Merci. C'est progressivement cette idée de béquille qu'on a normalement, on n'a pas... dans une situation idéale, on n'a pas une béquille toute sa vie, quoi. Voilà. Donc, il y a la notion de béquille, il y a la notion de tremplin, il y a la notion d'outil. Enfin, tout ça, ça montre que c'est un moyen pour, en fait. C'est pas une fin en soi. Ben, merci beaucoup. Ah, je me remets devant. Merci beaucoup aussi pour les commentaires. Merci Catherine. Merci beaucoup. Mélanie. Merci Laurent à la technique. Merci. Et ben, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ben, bonne soirée. Et puis voilà, à bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous.